Bonsoir Bernard Engelras. Bonsoir Abdel. Merci beaucoup Monsieur Engelras d'être avec nous dans le club ce soir. On va rappeler que vous êtes élu à la ville de Nîmes, vice-président à l'agglomération, viticulteur nîmois, pardon. C'est bon, il en reste encore. Président également, je dirais même, non? Je suis viticulteur nîmois, je suis président des Costières de Nîmes et je suis un passionné de recherche. Je suis président d'instituts de recherche au niveau national. Je le disais tout à l'heure, on va vous poser d'abord une première question tout de suite maintenant. Est-ce que le vin nîmois est le meilleur vin du monde? Le vin nîmois fait partie des vins les plus beaux et les meilleurs du monde. Après, je suis moi, très à l'aise avec ça parce que ce qui fait au niveau d'un vin qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas, chacun a des papilles qui sont différentes, chacun a une approche différente de ce qu'on attend d'un vin. Donc il ne faut pas complexifier la dégustation. Si vous pensez que c'est le meilleur, ben vous le dites. On a le droit d'être un peu chauvin sur les Nîmois. Mais moi je pense que par contre, on est parmi les plus belles appellations françaises, ça j'en suis certain. Coralie Mollaret, notre journaliste politique, nous a rejoint. Bonsoir Coralie. Bonsoir Abdel, bonsoir à tous. Et donc bien évidemment, toujours Nicolas Pellegrini qui est là avec Jean-Baptiste Jouve et qui vont vous interpeller, Monsieur Engelras, dans quelques instants. Mais pour le moment, on va donner la parole à Coralie Mollaret puisqu'elle va vous poser la première question, la fameuse question politiquement coquine. Ah. Est-ce que ça va mieux, Monsieur Engelras? Pourquoi c'est rien? Oui, ça va bien même. Ouais, Ça va très bien. Avec Jean-Paul Fournier, ça va mieux? Parce qu'il y a quelques mois, il se plaignait quand même du fait que vous n'étiez pas suffisamment présent en mairie. Alors, comme Abdel l'a rappelé tout à l'heure, est-ce que vous n'avez pas trop de casquettes et du coup, vous délaissez un peu Monsieur Fournier qui doit nous regarder ce soir? Déjà vous dire que les gens qui s'amusent à vous donner ce genre d'informations, il ferait mieux de travailler plutôt que de donner ce genre d'informations. Avec Jean-Paul Fournier, nous avons une chance tous les deux, enfin, j'ai la chance d'avoir, à travers Jean-Paul Fournier, donc notre maire de Nîmes, une relation particulière puisqu'on se côtoie, on se dit tout et on a des discours francs tous les deux. Il vous l'a quand même dit. Il vous a dit qu'il vous trouvait moins présent en mairie. Alors, vous savez pourquoi il m'a dit ça? Non, mais vous allez me le dire. Eh bien, c'est simple, parce que j'ai eu le Covid. Et on n'a pas le droit d'avoir le Covid. Vous l'avez eu longtemps, le Covid? Parce que 10 jours. 10 jours, 10 d'accord. jours. Et alors, me dire que moi, je ne suis pas un homme de terrain, c'est raté, parce que depuis l'âge de 20 ans, je fais du syndicalisme, je suis sur le terrain. Peut-être que vous le rassurez, Monsieur Engelras, il a besoin de vous avoir à ses côtés, de vous voir régulièrement. Que vous apportiez un peu de bouteilles de vin à la mairie. On se voit régulièrement. Allez, Coralie, on enchaîne. On reste sur la ville de Nîmes et sur le marché de la propreté qui a été de nouveau attribué en septembre dernier à la société Océan. Ça fait 15 ans que cette société a ce marché. Qu'est-ce qui vous a poussé à renouveler avec eux? Ce qui a poussé à renouveler le marché, c'est que la société Océan fait un travail remarquable au niveau de la ville de Nîmes. Ils ont répondu à un appel d'offres qui avait des critères. Donc ces critères ont été bien sûr correspondaient à ce que la ville de Nîmes attendait, notamment à travers mettre beaucoup plus d'éco, je dirais, propreté, c'est-à-dire d'avoir des véhicules de plus en plus électriques, respectueux. C'est ça qui a fait mouche? C'est un ensemble de choses, c'est le prix et c'est de la technique. Alors, qui fait qu'un marché est attribué. On rappelle que ce marché il est d'environ 14 millions d'euros. C'est la ville qui donne cet argent à la société et qui assure le service public. Petite correction, le marché prestataire est de 11 millions. Il y a 3 millions en régie. Voilà. Simplement, on entend quand même dans la ville certaines critiques, de la part aussi de l'opposition, qui dit, bon ben voilà, en cœur de ville, sur les grandes zones touristiques, c'est très propre, mais dans les quartiers périphériques, la propreté n'est pas au même niveau. Est-ce que vous délaissez les quartiers périphériques pour vous concentrer sur le centre-ville? Ah non, il n'a jamais été question de délaisser les quartiers périphériques comme le centre-ville. Alors bien sûr, l'écusson est un peu plus considéré parce qu'il y a les monuments, il y a ce patrimoine qui est classé au milieu, et donc les passages se font peut-être plus souvent, mais on ne délaisse pas les quartiers. Au contraire, il y a vraiment une volonté, puisque toutes les actions qui sont entreprises de sensibilisation, de formation à la propreté, à respecter, d'avoir moins d'incivilité dans ces zones-là, aussi fait que... Est-ce que c'est suffisant? Notamment, est-ce qu'il y a assez de corbeilles, de poubelles? Alors, les corbeilles à papier, je me permets de vous rappeler que vous savez que par rapport à toutes les problématiques d'attentats, il y a beaucoup de corbeilles qui ont été démontées, parce que c'était une obligation. Donc ça a été fait. Aujourd'hui, quand on peut, dans les quartiers, dans les quartiers ou dans le centre-ville, on remet des poubelles. Et en même temps, je peux annoncer dès aujourd'hui que dès 2025, vous allez avoir des doubles poubelles, puisque le tri
va devenir obligatoire. Eh oui. Et que nous sommes en train de réfléchir avec les services à voir comment on va pouvoir soit coupler notre poubelle, soit modifier le mobilier urbain. Est-ce qu'il y aura une stratégie de prévention, de sensibilisation aussi des habitants, ni moi? Bien sûr, ça passe par là. Ça passe par là. Je crois que C'est la clé d'ailleurs, probablement. Toute nouveauté en matière de propreté, en matière de collecte doit se faire par de la sensibilisation et de l'information, quoi. On va reprendre les questions qu'Aurélien a encore sur les déchets, mais je vais d'abord donner la parole à nos sociétaires. Nicolas, votre question à notre invité. Oui, alors j'avais une question pas particulièrement taquine, mais vous disiez à l'instant que vous étiez syndicaliste depuis 20 ans, depuis l'âge de 20 ans. Ouais. Je voulais savoir si vous appeliez, en tant qu'élu de la ville de Nîmes et de l'Agglo, les agents à venir manifester ce samedi contre la réforme des retraites. Excusez-moi, j'ai pas entendu la question. Si vous appeliez les agents de la ville de Nîmes et de l'Agglo, en tant qu'élu, à venir manifester ce samedi à Nîmes à 14h30 devant les jardins de la Fontaine contre la réforme des retraites. Pas de l'autopromo, ça? Est-ce que c'est le rôle d'un élu de faire la promotion, d'aller manifester? Je pense que chaque individu est capable de prendre sa décision en toute âme et conscience pour aller manifester ou ne pas aller manifester, quoi. Alors Nicolas, on rappelle qu'il est élu Les Républicains. Oui, mais il y a des républicains contre la réforme des retraites. Oui, vous êtes beaucoup contre, monsieur Engelras, tous. cette réforme. Moi, je dis que cette réforme il faut avancer dans la vie. On peut toujours critiquer. Moi, je suis quelqu'un qui, par nature, crante. Step by step, on avance, on avance, on avance. C'est peut-être pas une fin en soi, là, cette réforme. Mais il faut continuer. Mais vous êtes d'accord avec la logique, alors que des agriculteurs ont manifesté? Alors, les agriculteurs, la réforme des agriculteurs, ça a été. Je me permets de rappeler que les agriculteurs ont des très petites récoltes, très petites retraites, pardon. C'est des retraites qui sont autour de 700 800 euros. Ce qui est d'ailleurs inacceptable. Inacceptable. Il y a eu là, en 2021 une revalorisation à hauteur de 75% puis 85% du hauteur du SMIC, qui n'est pas suffisant. Comment vivre avec ça? Des gens qui font souvent 70 heures par semaine. Je me permets de le rappeler, quoi. Une petite précision pour rebondir sur la réforme des retraites des agriculteurs. Il a été voté à l'Assemblée nationale puis au Sénat. Un modificatif du calcul pour la prise en compte des retraites qui fait que désormais, si c'est promulgué, ce seront les 25 meilleures années des agriculteurs qui seront pris en compte dans le calcul des retraites. Ce qui, je trouve, est une mesure de bon sens. Alors, là-dessus, il y a débat au sein même de la FNSEA, tout le monde n'est pas d'accord. On préférerait avoir un calcul des retraites, notamment des points retraite, par rapport aux revenus réels des agriculteurs, qui serait beaucoup plus... Encore plus juste, oui. Encore plus juste. Voilà. Corentin, vous aviez des questions pour notre invité? Non, Après, pas du tout. Ça vous intéresse pas? Peut-être une question plus personnelle qui s'élargit un petit peu, on sort de la viticulture. C'est le moment de votre question. Ça tombe bien, on va sur l'agriculture. Je voulais avoir l'avis de quelqu'un qui a beaucoup d'expérience et qui a eu beaucoup de responsabilités. Qu'est-ce qui fait... Quelles mesures aujourd'hui, prioritairement, il faudrait prendre au niveau national pour que l'agriculture française retrouve la place qui est le sien, celle d'un des tout premiers rangs au niveau mondial, agriculture française qui est aujourd'hui plus qu'elle n'était malheureusement? Il y a une raison simple aujourd'hui. Il y a l'âge de la population agricole qui est âgée. Les gens sont âgés. Donc il va y avoir énormément de départs à la retraite, on le sait. On sait que les contraintes qu'on met aujourd'hui ne facilitent pas le métier. Ils sont souvent pénalisantes en matière de résultats d'entreprise. C'est la deuxième chose. Et on sait qu'effectivement, quand vous faites ce métier-là, et je peux vous en parler, notamment quand j'étais beaucoup plus jeune, c'était jour et nuit. Si vous voulez tirer un revenu à peu près correct. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, il y a peu de jeunes qui veulent venir au métier parce qu'ils ont peur de ne pas être en capacité de tirer un revenu, de nourrir une famille et d'avoir une vie normale, quoi. Après, ce qu'il faut savoir, c'est les normes que nous avons en France. Moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'elles soient appliquées en Espagne de la même façon, en Italie de la même façon, ou dans tous les pays européens. Et ce qu'on nous interdit à nous, pourquoi on autorise en Italie? Et en même temps, on importe ces produits pour les faire consommer en France. Plus d'unité européenne, plus d'unification juridique en matière agricole européenne. Tout. Il faut qu'au niveau qu'il y ait une harmonisation en matière de conditions de production, il faut qu'il y ait une harmonisation en matière de fiscalité, il faut qu'il y ait une harmonisation en matière de responsabilité sociale. Tous ces sujets doivent effectivement... Et est-ce que c'est des sujets que vous avez abordés lundi avec le ministre de l'Agriculture? Parce que vous étiez à Paris. Quel est le message que vous avez porté au ministre? Et quand vous êtes sorti de ce ministère, vous vous êtes dit quoi, Bernard Engelras? Lundi matin, nous avions rendez-vous à 9h chez le ministre de l'Agriculture, ce qui était très pratique, vous le comprenez, donc ce qui veut dire que vous montez dimanche soir à Paris.
avec un objectif clair qui était de défendre la viticulture. La viticulture aujourd'hui est en grande souffrance, et y compris dans des appellations prestigieuses. Pour une raison simple, c'est que la baisse de la consommation de vin aujourd'hui, qui est d'à peu près 1,5 million d'hectos par an, fait qu'en 2 ans, c'est un département qui disparaît, c'est le département du Gard qui disparaît en termes de production. C'est énorme. Donc il y a un surplus de vin aujourd'hui qui est dû à au Covid, qui est dû aux marchés qui sont fermés à l'exportation, notamment avec le Covid sur la Chine ou sur l'Amérique du Nord, qui font qu'aujourd'hui, il y a trop de vin. Trop de vin, il faut l'éliminer. On l'élimine de plusieurs façons. On est allé demander une distillation. Nous avons obtenu 80 millions d'euros, il faut 200 millions d'euros. Bon, on a obtenu 80 millions d'euros. C'est pas mal. Pour rien. Mais le compte n'y est pas. On nous promet encore 80 millions au mois de septembre, octobre, pour une deuxième distillation. Pas d'aide au stockage et on demande de l'arrachage temporaire. Pour la raison qu'on a évoquée tout à l'heure. Il y a beaucoup de... Mais vous l'avez trouvé comment, ce ministre de l'Agriculture? Parce qu'il semblerait, depuis quelques mois, que les gens disent que ce ministre de l'Agriculture est plutôt à l'écoute. Est-ce que c'est le cas ou pas? Je vous rassure, ils sont tous à l'écoute. Et généralement, ils vous disent « oui, on vous a compris ». C'est généralement ça. Mais moi, comme je suis quelqu'un qui a un peu de métier maintenant, vu mon âge, je juge sur des actes. Et des actes, effectivement... Ils ne sont pas là aujourd'hui. Mais il faut qu'ils soient à la hauteur. Alors bien sûr, il va y avoir une revoyure, parce qu'il y a le salon de l'agriculture qui arrive. Et oui. On va voir le président de la République, on va voir tout le monde là. Effectivement. Donc on va mettre un peu de pression. Corentin a une question et puis on redonne la parole à Coralie. Oui, vous aviez présenté un projet d'un futur centre de recherche en tant que président de l'Institut du vin, de la vigne et du vin sur le domaine de Valongue, à Nîmes, qui appartient en plus à Nîmes Métropole. Où on en est de ce projet? Alors ça, on en est, ce projet avance, puisque nous avons une obligation de résultat. Moi, je suis très obligation de résultat. Je préside l'Institut français de la vigne du vin, dont le siège social est à l'Espiguette. D'ailleurs, toutes les créations variétales qui partent dans le monde entier se font là. Il y a un conservatoire de toutes les variétés historiques qui ont existé dans le pays, qui se font là. Et donc, à partir de là, il nous faut prémultiplier, faire de la prémultiplication. C'est-à-dire, il existe du matériel de base, c'est-à-dire un matériel qui est créé par l'hybridation. Il faut le prémultiplier. Pour trouver les cépages du futur, c'est ça, enfin un peu les... On s'inscrit dans la démarche du futur, c'est-à-dire l'objectif c'est de trouver des cépages où il faut moins de traitement, ou peut-être demain on ne traitera plus, qui aussi répondent aux dérèglements climatiques par rapport au stress hydrique et autres. Et donc ce projet avance, et pour rien vous cacher, on est en train de faire le pompage dans la nappe, voir s'il y a assez d'eau pour pouvoir mettre les serres en place et les construire le plus vite possible. Coralie, 2-3 questions. On revient sur la question des déchets, qui d'ailleurs fait la une du magazine Objectif Gard. On le fait ensemble, Coralie? Allez. Bougez pas. Voilà, bon, c'est là. Allez, les déchets, ça coûte très cher. Les gens ne le savent pas forcément parce que c'est sur la taxe foncière ou des fois c'est dans les charges. Peu importe. On va d'abord parler du ramassage. Donc là, vous mettez votre petite casquette vice-président de Nîmes Métropole. L'an dernier, le marché a été annulé parce que vous avez décidé de faire qu'un lot à 75 millions d'euros. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Alors, ce marché a été cassé. Premièrement, il faut expliquer pourquoi ce marché a été cassé. Ce marché a été cassé parce qu'il avait été fait un lot, c'est-à-dire collecte des déchets et en même temps collecte des encombrants. Avant, il y en avait 3. Il y avait ceux qui ramassaient en cœur de ville, dans la périphérie et les encombrants. Voilà. Pour une raison simple, c'est que ça permettait d'avoir le même interlocuteur et de faciliter, quand il y avait besoin de quelque chose qui ne marchait pas, d'avoir... Oui, parce que les opérateurs, il faut être honnête, les opérateurs se renvoyaient la balle chaque fois qu'on leur demandait d'aller ramasser quelque chose. Ils savaient bien jouer au rugby. Effectivement, pour se renvoyer la balle. Donc on avait essayé de faire ça. Bon, ce qui n'est pas passé au tribunal administratif chez nous est passé d'ailleurs dans notre région. Je me permets de le rappeler au passage. Et qu'effectivement, au niveau de la commande publique, les règles font aujourd'hui qu'on demande de plus en plus d'allotissement. Allotissement, c'est pour satisfaire beaucoup plus d'entreprises. C'est créer plusieurs marchés, comme ça des petites entreprises et des moyennes peuvent aussi y prétendre. Ça évite de créer des monopoles aussi. Voilà. Mais du coup, où est-ce qu'on en est? Alors, ce marché a été relancé, les offres ont été rendues lundi à l'agglo, à la commande publique de l'agglo, vont être analysées et le marché devrait être attribué. Une dernière question, Coralie. Oui, alors toujours sur les déchets, cette fois sur le traitement, l'un des grands enjeux aujourd'hui, c'est de réduire notre production de déchets. Pour ce faire, la semaine dernière, vous avez présenté un plan de réduction des déchets. Est-ce que vous pouvez nous expliquer une ou deux grandes lignes? Oui, alors il y a plusieurs choses. Un, il faut effectivement accentuer le tri. C'est une obligation réglementaire, 2024 pour les entreprises, 2025 pour le particulier. Donc ce qui veut dire trier, ça veut dire être capable d'enlever aujourd'hui des sacs d'ordures ménagères 30% des volumes.
vous donnez un ordre d'idée, 30% des volumes. Ce tri peut être valorisable, donc ce qui veut dire que ça peut faire rentrer de l'argent Oui. dans les caisses d'Anime Métropole, et en même temps, l'objectif final, c'est de stabiliser le taux de tome, ce qu'on appelle la tome. Que vous avez augmenté en 2021, mais Oui, pas en 2022 parce pour que l'instant. pendant des années, la tome était déficitaire, enfin, le Oui. budget annexe était déficitaire. Et on ne parle pas de 100 000 euros, on parle de 2 millions d'euros. Ouais, On parle de 2 il y a- millions et demi d'euros. Il y a une autre mesure aussi dont vous ne parlez pas, c'est du coup la suppression d'une tournée dans les zones pavillonnaires Alors, des villages. Dans le cas En hiver. Dans le cas des nouveaux marchés, effectivement, il y a une évolution il va y avoir une évolution technique de collecte des déchets. L'objectif étant d'inciter plus les gens à trier. Donc peut-être qu'on va adapter le tri avec des nouveaux contenants plus grands pour que les gens trient plus, donc plus pour les valoriser. Et en même temps, une évolution, comme ça doit se faire, par aussi une harmonisation des bacs de tri en matière de couleurs. Et ça fait débat aujourd'hui. Oui, parce qu'on a plusieurs couleurs. On a du jaune, du vert, Si vous allez à du bleu. Marguerite ou si vous allez à Caverac, c'est pas la même couleur. Comment voulez-vous avoir une politique de communication efficace et d'information? Donc ça, c'est planifié. Et ce qui est important, c'est qu'on met en place le 100% sans compostage, c'est-à-dire tous les biodéchets. Tous les biodéchets seront triés. Alors 100% compostage, là on attaque 2023, c'est l'avonnage. Ça veut dire que ce sera gratuit. Ça veut dire que, alors vous habitez pas dans l'avonnage, mais si en tout cas ceux qui nous écoutent, s'ils y habitent, ils peuvent aller à Nîmes Métropole et prendre un composteur. Ça coûtait 20 €, ça sera gratuit. Ça sera gratuit. Alors il y a des composteurs individuels et pour des composteurs collectifs, ça existe. Il y en a à Saint-Donizy. Vous avez un composteur, vous, chez vous, Abdel? Pas encore. Voilà. Ce serait bien que vous y mettiez. Un dernier Montrez mot l'exemple. peut-être sur la hausse de la tome. Est-ce qu'on peut imaginer qu'avec toutes ces nouvelles mesures, dans le porte-monnaie, sur la facture des habitants du territoire, ça baisse un peu? Moi, je peux vous annoncer aujourd'hui qu'on va stabiliser le taux de tome, ce qui n'était pas gagné. Et je me permets Il n'y aura pas de hausse, donc en 2023. Il n'y aura pas de hausse en 2003. Je me permets de vous rappeler quand même qu'en 2011, il y avait des communes qui étaient à plus de 20% de taux de tome. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous sommes quand même qu'à 11,71 et que la moyenne se situe vers 15%. Mais juste pour terminer, l'objectif surtout, c'est qu'à Nîmes Métropole, il y a 4 communes qui continuent d'enfouir, ça coûte très cher et l'objectif c'est que ces déchets arrivent à l'incinérateur, mais pour l'instant l'incinérateur il est plein, donc c'est pour ça que vous réduisez les déchets. Alors l'objectif c'est de diminuer, de trouver 7000 tonnes, 7000 tonnes de capacité. C'est ça. Pour faire rentrer les communes de Millau, Bernis, Quessargues et Marguerite, qui sont des communes pas loin de l'incinérateur. Pour une raison simple, vous avez souvent entendu Franck Pousse dire « je veux une écométropole ». Mais une écométropole, ça ne se décrète pas, ça se bâtit. Eh oui. On l'a bâti. Merci beaucoup, monsieur Engelras, d'avoir répondu à toutes nos questions.